au sens économique ou paradigmatique du terme, et on leur souhaite pas de rentrer dans la modernité au sens philosophique du terme. Mais en tout cas, la révolution technologique et industrielle, ils vont la faire par la force des choses. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent faire les talibans, mais tout en restant dans un spectre islamique. Et ça va être intéressant de voir ça, de voir évoluer ça, parce que comme le parallèle que tu as fait par rapport à l'Arabie Saoudite dans les années 20-30, il est parfaitement trouvé. Et à juste titre, Akhi, c'est que c'est un peu la même chose. C'est que l'Arabie Saoudite, voilà, ils vont tenter de rester, en tout cas dans les premières années, de rester en adéquation avec leurs principes et leurs valeurs islamiques, tout en rentrant dans la modernité technologique, économique, etc. Au final, il y a eu des limites. On a vu des limites. À un moment donné, il y a eu une opposition entre les vrais traditionalistes et ceux qui, quand même, étaient beaucoup plus enclins à rentrer dans le monde moderne. Et puis aujourd'hui, on voit le nouveau gouvernement depuis quelques années qui, lui, fonce tout chose dans la modernité, y compris la modernité leurs principes et leurs valeurs, ils ont été dévoyés. Ah bah ils ont été totalement dévoyés. Et puis même les déclarations, maintenant ils s'en cachent même plus. N'en déplaise aux matrali, n'en déplaise aux adorateurs des gouverneurs, ils ne s'en cachent même plus aujourd'hui. Le gouverneur d'Arabie Saoudite dit que voilà, qu'il a parlé de revenir sur certains hadiths, il a complètement nié et jeté à la poubelle l'héritage wahhabi de l'Arabie Saoudite, alors qu'ils ont fait leur beurre pendant des décennies, voire même, on peut limite parler de siècles sur ça. Voilà, maintenant après il y a quiconque arrive à lire entre les lignes, je veux dire, sans compter les concerts et compagnie, mais quiconque arrive à lire entre les lignes voit ce qui est en train de devenir l'Arabie Saoudite. Ils sont en train de plonger la tête la première dans la modernité et dans le mauvais côté de la modernité, parce que c'est bien beau de vouloir de la nouvelle technologie, etc., mais quand ça se fait au détriment de tes valeurs islamiques, à un moment donné pèse le pour et le contre, mon ami. Surtout qu'en plus de ça, c'est même pas une garantie de sécurité, c'est même pas une garantie de... Regardez le Qatar, le Qatar, ils abritent la plus grosse base militaire américaine au Moyen-Orient. Ça les a pas empêchés de se faire bombarder par Israël il y a encore 3 jours. Donc, exactement, mais d'ailleurs, il y a des positions plus fermes maintenant par rapport à ça. Au niveau de l'Arabie Saoudite, de la Turquie, même le Pakistan, etc., ils sont un peu plus fermes vis-à-vis justement de leur alliance avec les Américains, les Occidentaux, etc. Ils ont compris que de toute façon, ils se feront manger un jour ou l'autre et que en s'unissant, ça pourrait que retarder en tout cas cette échéance. Après, pour revenir au développement, etc., c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'économie, etc., justement, s'ils avaient le soutien de certains pays musulmans, principalement, donc si on les aidait à se développer, nous, parce que si on attend que ce soit des Occidentaux qui investissent en masse, forcément, ça va être comme une dette, en quelque sorte, et le but, c'est pas que l'Afghanistan s'endette auprès des Américains ou autres. Donc, si on avait les moyens de les aider un petit peu dans tout ce qui va être exploration et autres, même si nous, on n'a pas les technologies, mais on a déjà des partenariats, je sais pas, par exemple l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Algérie, etc. On a des partenariats avec des entreprises qui vont faire des explorations, il y a des transferts de savoir, etc. Notamment dans ces domaines. Si on pouvait les aider en fait à ce niveau-là, je pense que le développement de l'Afghanistan, il nous serait bénéfique pour tous en fait. Donc c'est pour ça qu'on devrait plus s'y intéresser au lieu de les laisser un peu dans leur coin, enclavés, etc. et regarder de loin. Oui, non, c'est sûr qu'on est censé les aider du mieux qu'on peut à se développer. Alors nous, on n'est pas des investisseurs. Enfin, je pense pas qu'il y a des investisseurs autour de ce space, mais en tout cas, à notre petite échelle, le mieux qu'on puisse faire, bien entendu, c'est des invocations pour eux, c'est de s'informer sur la situation des gens là-bas. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la Oumma est à l'image d'un seul corps. Lorsqu'un membre est touché, c'est l'ensemble du corps qui est censé être malade et qui est censé être touché. Et tenter de se protéger. Donc déjà, ça passe par, les invocations, on l'a dit, ça passe par se renseigner sur ce pays, si tant est que le sujet vous intéresse, croiser les sources, ne pas avaler tout ce qu'on dit sur ce truc-là, remettre en cause son propre avis, son propre paradigme. Quand il y a des choses qui nous perturbent un peu par rapport aux mœurs là-bas, etc., la première des choses, c'est de vérifier l'information, mais aussi de savoir remettre son paradigme en question. C'est pourquoi ça me heurte. Quand par exemple j'entends la lapidation, ou telle peine, ou telle situation, les femmes à l'école, etc., c'est déjà, pour commencer, au-delà de vérifier la source, pourquoi ça me heurte? C'est quoi chez moi qui pose problème par rapport à ça? Enfin, qu'est-ce qui me pose problème par rapport à ça? Et essayer d'ajuster en fonction de qu'est-ce que l'islam dit. Est-ce que je suis dans le vrai ou est-ce que je suis dans le tort d'être touché par ça? Et ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui souhaitent, qui ont envie, etc., pourquoi pas d'aller voyager là-bas et de participer à petite échelle à un reversement économique là-bas, à petite échelle.
Et il faut privilégier le tourisme halal, le vrai tourisme halal, pas le tourisme halal qu'on vous vend sur les réseaux sociaux. Le vrai tourisme halal. Le vrai tourisme halal, c'est aussi d'aller dans des destinations qui sont pas problématiques. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à Dubaï, c'est problématique. Quand vous allez à Dubaï, vous participez au génocide, que vous le vouliez ou non. Alors super, hein, ça fait plaisir de voir un pays arabo-musulman. Bon, musulman, on peut mettre entre grosses parenthèses. Mais ça fait plaisir de voir un pays qui économiquement et technologiquement s'est beaucoup développé. Hein, c'est super de voir des grandes tours, la marina de Dubaï, etc. Nanani, nanana, ouais, c'est génial. Ah, il y a du halal de partout, on entend l'Éden, super. Ok. Mais à quoi sert l'argent que vous dépensez là-bas? Économiquement, dans quoi les Émirats arabes unis investissent? Ils investissent dans leur partenariat avec Israël, ils investissent pour acheter des joueurs de foot chers, ils investissent pour acheter des musées ou des conneries comme ça en Occident, ils investissent également dans la déstabilisation de pays musulmans comme le Soudan par exemple. Hein. Je rappelle que c'est eux qui ont financé les RSF, donc les forces de soutien rapide, qui ont tenté un coup d'État. Oui, ils ont également fait la guerre au Yémen aux côtés de l'Arabie Saoudite contre les Houthis, etc. Je suis loin d'être pro-chiite et vous connaissez mon point de vue, ceux qui me connaissent. Mais en attendant, les seuls aujourd'hui qui effectivement résistent, autres que les Palestiniens, résistent à l'entité sioniste un minimum, en balançant quelques missiles par-ci par-là et en arrêtant quelques paquebots dans le golfe d'Aden, c'est le Yémen, qu'on le veuille ou non. Et quand j'ai le Yémen, je parle du gouvernement Houthi, parce que le Yémen, il est quand même divisé en deux. Il y a le gouvernement Houthi, le gouvernement officiel qui est sunnite mais qui n'est pas reconnu, et le reste qui est sous le dictat Houthi. Et donc à un moment donné, il faut aussi regarder ça, il faut voir à qui vous donnez de l'argent quand vous voyagez, quand vous allez en Égypte, à Hurghada, ou que vous allez voir les pyramides et que vous allez à Sharm el-Sheikh faire de la plongée sous-marine. Faut voir quel gouvernement vous soutenez. Vous soutenez le gouvernement qui a empêché la caravane Soumoud de rentrer en Palestine. Vous allez dans un gouvernement qui a fermé les rares postes frontières qui étaient ouverts entre la Palestine et l'Égypte, ils les ont fermés. Vous allez dans un pays qui a tué, qui a emprisonné des savants parce qu'ils appelaient à l'unité d'Allah et à l'unicité autour de principes religieux. Voilà, vous allez tout simplement dans le pays de Sisi, hein. Sisi le chien qui est le soutien numéro 1 ou 2, si on prend aussi le roi Jordanie d'Israël, politiquement et militairement. Voilà chez qui vous allez dépenser votre argent. Moi je suis assez d'accord. Après, au niveau de l'Égypte aussi, parce que je t'ai dit que le ton, il se durcissait par rapport à Israël. L'Égypte aussi, récemment, elle a dit qu'elle allait plus transférer de renseignements, etc., vis-à-vis d'Israël, et que toute attaque ne resterait pas impunie et qu'ils auraient une réponse militaire. Donc, alhamdoulilah, ils sont en train de prendre une tangente qui est plus honorable, on va dire, pour eux, même s'ils sont pas sortis de la coupe des américano-sionistes. Ça, c'est certain. Après, en revanche, tu as évoqué un point quand tu parlais de tourisme halal. Les gens, ils ont pas cette notion. Tu sais, nous, en France, le halal, ça s'arrête à l'abattage rituel ou des choses comme ça. Et quand tu avais des produits, par exemple, je vais dire un truc bête, une mayonnaise halal qui sortait, ils comprenaient pas. Ils disaient, mais il n'y a pas de viande et tout. Mais en fait, faut comprendre qu'en Malaisie, par exemple, je vais prendre cet exemple-là, et je crois que c'est même en Indonésie que ça fonctionne comme ça. Le halal, c'est pas juste l'abattage rituel. Le halal, c'est sur sur toute la logistique, en fait, il doit y avoir des principes d'éthique islamiques, c'est-à-dire que les sociétés qui sont impliquées dans le commerce de tels produits, etc., elles doivent avoir une certaine droiture, elles doivent pas investir dans des projets tendancieux ou avec des entités, par exemple Israël, etc., qui sont clairement des ennemis de l'islam et des musulmans. Et en fait, c'est en ce sens-là que leurs produits sont estampillés halal dans ces pays-là, et c'est cette notion qu'on devrait aussi prendre en compte. Et ça, en Occident, malheureusement, je trouve que les gens, ils n'ont pas conscience de ça. Pour eux, le halal, ça s'arrête vraiment à l'abattage rituel. En fait, le problème, c'est qu'ils oublient que dans le halal, il y a bien entendu la dimension jurisprudentielle du terme, c'est-à-dire ce qui est permis, mais il y a aussi la dimension éthique. Parce que littéralement, en vrai, ce qui est permis en arabe, c'est moubah. C'est ça, littéralement, le terme qui est utilisé. Le halal, c'est à la fois la dimension de permis et à la fois aussi, il y a aussi cette présence de dimension éthique. Et quand on parle de tourisme halal, de vacances halal, de choses halal, comme tu viens de le désigner, il y a aussi le côté éthique derrière ça. Et c'est important. Nous, on n'est pas assez dans notre communauté, on n'insiste pas assez sur ce point-là, sur le point de l'éthique, quand on fait des choses, etc., etc. Par exemple, aujourd'hui, aller manger dans un snack qui propose encore aujourd'hui du Coca-Cola, etc., c'est halal. Oui, la viande est halal. Maintenant, est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est éthique aujourd'hui d'aller manger dans un snack qui vend encore aujourd'hui une marque
qui participent ouvertement au génocide de nos frères. Par exemple, on va H-Market pour un exemple probant et actuel. H-Market. Ouais, voilà, Carrefour, maintenant c'est un acteur majoritaire, il me semble. Hein. Ah non, à 10%, à 10% de. Ouais, mais quand même, ils ont investi dedans, ils ont sali l'entreprise à partir de là, alors qu'on sait que Carrefour finance Israël, qu'ils ont des implantations dans les colonies en Cisjordanie, etc. Enfin bref, on sait que c'est un partenaire direct de l'entité sioniste. Donc à partir de là, maintenant qu'ils viennent s'immiscer dans nos propres commerces, désolé, moi je n'achèterai plus. Ah mais totalement, et je pense qu'on devrait faire. La dernière fois, j'avais la discussion avec un ami à moi, on parlait justement du boycott, des choses comme ça, etc. Et il avait une réflexion très simple, mais très vraie. Il me disait, mais attends, si demain, parce qu'on parlait des matralis qui sont contre un peu le boycott, etc. Il me disait, mais attends, c'est les mêmes personnes qui sont contre le boycott, si demain, le hanout du coin, il manque de respect à leur daron ou à leur cousine, un petit détail, mais un manque de respect comme ça, etc., seraient les premiers à ne plus aller là-bas et à dire aux gens, on va aller par là-bas, j'ai été mal reçu. Et là, des gens qui participent indirectement ou directement au génocide de nos frères, on ne doit pas les boycotter. À un moment donné, il faut être cohérent. Ça sert à rien de compliquer les choses, de sortir des termes techniques, etc. Posez-vous 2 minutes et posez-vous la question. Est-ce que si demain, la boulangerie du coin, ou le hanout du coin, ou la boucherie du coin, elle vous manquait de respect à vous ou à un de vos proches que vous appréciez et que vous aimez, est-ce que vous allez aller consommer encore chez cette personne? Par principe, par fierté, vous n'allez plus y aller. Que dire de consommer chez des gens qui participent directement ou indirectement au génocide de nos frères? Après voilà, on privilégie la communication. Moi, quand je vais je vis plus en France, mais quand j'étais en France, etc., quand j'allais dans des snacks ou quoi, ou le peu de fois où je retourne en France voir ma famille, quand je vais dans des snacks ou quoi, si je vois que ça vend encore aujourd'hui, en Big 2025, comme disent les jeunes, que ça vend encore aujourd'hui du Coca-Cola, etc., j'essaye de parler. Je choisis mon moment, hein, s'il est en plein rush, etc., je vais pas aller lui parler. Mais j'essaye de parler avec au moins un responsable ou quoi, pour lui dire, Harry, tu devrais pas vendre ça. Et si la personne, elle entend le rappel, tant mieux. Et si elle n'entend pas le rappel et que je reviens dans le snack 2 jours, 3 jours après, et qu'il est encore en train, 2 semaines après, pardon, parce qu'il faut quand même qu'il écoule son stock, mais quelques semaines après et que le mec il est encore en train de vendre ça, je ne viendrai plus chez toi, mon ami. Point. Et je pense qu'il faudrait qu'on agisse comme ça. On dit à chaque fois on est impuissant, la communauté musulmane française elle est impuissante, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir en tant que levier. Maintenant, on est un peu guidé par nos estomacs, on est un peu guidé par notre nefs, et on prend pas forcément les bonnes décisions. Mais il y a énormément de choses où on a encore un levier de décisionnel, mais on les utilise pas. Il y a beaucoup de leviers qu'on n'utilise pas, malheureusement. C'est comme la désobéissance civile, si on élargit un peu le spectre de la discussion, c'est comme la désobéissance civile, etc. On n'est pas obligé de tout casser pour se faire entendre. On n'est pas obligé de faire une révolution violente et armée pour se faire entendre. Le concept de désobéissance civile, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas dans notre communauté, malheureusement. Mais c'est des choses qui peuvent être mises en place. Par exemple. Enfin bref, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Moi, je voulais juste te dire que par rapport à l'Afghanistan, c'est une population jeune. Donc moi, j'espère qu'ils vont davantage... parce que quand même, si on veut développer ces secteurs d'activité, notamment tout ce qui va concerner l'énergie et toutes ces choses-là, il faut quand même des cerveaux. Donc qu'Allah leur facilite aussi pour les infrastructures concernant l'éducation, qu'ils aient tous les moyens à leur portée justement pour développer davantage leur pays. Amin, voilà que tu as totalement raison. Et on leur souhaite que d'avancer, que de rester fidèles à leurs principes, mais tout en essayant d'améliorer le quotidien de leur population. On leur souhaite d'être en paix, enfin. Après 43 ans, on leur souhaite vraiment une vraie paix. On leur souhaite d'être préservés de catastrophes naturelles ou autres. Et voilà, et d'avancer tout en restant fidèles à leurs principes. Et je pense que ils sont fidèles à leurs principes, ils ont l'air d'essayer d'avancer. Après, ils ont toujours dit qu'eux, ils n'étaient pas dans une optique mondialiste, contrairement à certains groupes djihadistes comme la Al-Qaïda ou comme Daesh, etc. Eux, ils n'ont pas une visée internationale. Leur djihad, ils se contentaient c'était dans les limites géographiques de l'Afghanistan, du territoire géographique de l'Afghanistan. Et du coup, ils n'ont pas cette visée internationale par rapport à exporter leur modèle étatique, exporter leur modèle idéologique. Ils n'ont pas cette volonté-là. Mais en tout cas, on leur souhaite dans leur terre d'être stable et d'avancer. Et nous, on observera ça de l'extérieur et on verra les leçons qu'il y a à en tirer.
pourquoi pas que ça devienne un modèle, entre guillemets, ou un exemple, même s'ils n'ont pas cette volonté-là, pour d'autres pays dits musulmans. Mouloud, je vois ta main, je vois ta demande, tu monteras pas, je sais pas qui t'es. Tu m'as insulté en commentaire, on se connaît. Ah, ouais, mange ta grand-mère la pute. Moi, je suis pas gentil, moi. Mange ta grand-mère la pute. C'est tout ce que j'ai à te dire. Moi, mange tes morts, comme on dit chez moi. Je parle un peu comme les gitans. Mange tes morts. Tu vois, c'est comme ça que tu comprends. Tu monteras pas ici. Moi, tu m'insultes, je te connais ni d'un ni d'Ev, tu m'insultes. Et c'est par contre là que Dieu me pardonne, j'ai manqué de respect, j'ai insulté, etc. Allah, il déteste la vulgarité. Et je reste un humain avant tout. Et on est capable aussi d'insulter, à l'image de certains compagnons qui ont aussi insulté, notamment Abou Bakr, qui a parlé du membre inférieur, t'auras compris de quoi je parle, envers un ennemi de l'islam. Donc voilà, mange tes morts et casse-moi pas la tête, je suis pas quitté, mais mange ta grand-mère. Du coup, je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit. Je sais pas si quelqu'un veut monter en dehors de l'autre zone. Mais voilà. Sinon, si personne n'a quelque chose à rajouter ou quoi, je vais mettre fin au space et vous souhaiter un excellent week-end et une excellente fin de journée. Mais décolonisation, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, ma sœur, Albert, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mon frère. Et sinon, je vais moi, perso, je trouve qu'on a fait le tour et franchement, c'était très enrichissant et je suis contente que l'Afghanistan, ça soit vu sous un autre jour aujourd'hui en espérant qu'ils vont continuer à prospérer. Inch'Allah, c'est ce qu'on leur souhaite. On leur souhaite de prospérer. Et comme tu as dit, c'est bien d'avoir un point de vue autre que ce qu'on entend malheureusement trop souvent, que ce soit sur les réseaux ou dans les médias mainstream sur l'Afghanistan. C'est bien de déconstruire les mensonges sur ce pays. Et si on peut essayer de le faire à notre petite échelle, alhamdoulilah. Voilà, moi je conclue en disant que tout ce qui a été dit aujourd'hui, qui est vrai, c'est grâce à Allah. Tout ce qui a été dit, qui a été faux, c'est de nous-mêmes et du shaitan. Et on demande à Allah de nous excuser, de nous pardonner par rapport à ça. Et le meilleur conseil que je peux vous donner, moi, pour conclure par rapport à ce sujet, c'est de vous renseigner vous-même, d'aller faire vos propres recherches, de lire le monde avec des lunettes islamiques, c'est très important. Donc ça commence déjà aussi par apprendre notre religion, pour faire les ajustements nécessaires, idéologiquement parlant. Et de vous renseigner sur ce qui se passe là-bas, etc., en essayant d'éviter le plus possible les médias mainstream. Et si jamais vous lisez des trucs des médias mainstream, lisez la contre-vérité et lisez le point de vue adverse. Lisez le point de vue des talibans. Il y a des déclarations tous les jours de la part du gouvernement afghan. Ils ont le porte-parole qui s'appelle Zabihullah Mujahid, entre autres, qui publie également sur Twitter. Il y a beaucoup de choses qui sont traduites. Aujourd'hui, avec l'IA et les différents outils, on peut facilement traduire le pashtoun, le dari, l'arabe, l'anglais. Voilà, faites-vous votre idée. Il y a des petits vlogueurs qui vont là-bas. Bon, certains vont dire que c'est de la propagande étatique. Bon, si vous voulez. En attendant, il y a quand même des vidéos qui circulent de plus en plus sur la vie locale. Allez vous faire votre propre avis. En n'oubliant pas de prendre les sources le plus fiables possible. Minute, salam alaikum, c'était monté, etc. C'était quelque chose à rajouter. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Désolée, je veux pas remettre une pièce dans le jukebox. Je suis montée, je suis avec vous depuis quelques minutes. Et en fait, comme vous avez lancé une perche, je me suis permise de la saisir. Mais après, je comprends que vous peut-être vous ne souhaitiez pas revenir sur le sujet. C'est le sujet de la vulgarité des insultes. En tant que musulmans, avec une parole publique et la responsabilité qui nous incombe justement précisément déjà en privé, mais encore plus en public, face à des publics, face à des personnes qui appréhendent l'islam à travers nous. Je mets un gros point d'interrogation. Comprenez ou pas? Parce que la grand-mère de la personne... Je comprends. Je vous remercie, ma sœur, pour le rappel et pour Nasiha. Barakallahu fiki. Sincèrement, c'est sincère, c'est pas juste un merci et je vais vaquer à mes occupations en oubliant ce que vous venez de dire. J'en suis conscient. J'ai d'ailleurs immédiatement présenté mes excuses et j'ai demandé pardon d'abord à la première personne à qui on doit demander pardon, c'est-à-dire Allah. Maintenant, je reste un humain. Les compagnons eux-mêmes, même si je suis loin d'être un exemple et loin de me comparer aux compagnons, les compagnons eux-mêmes ont usé de vulgarité certaines fois et ça n'a pas été condamné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève se permet de me manquer de respect, de m'insulter à de nombreuses reprises. C'est pas la première fois. À un moment donné, je suis humain. C'est pas une excuse, mais c'est pas une justification, mais c'est une explication.
Je peux aussi me montrer vulgaire, etc., même si c'est pas le meilleur des comportements à adopter. Maintenant, après, pour être honnête avec vous, ma sœur, si on va loin dans le sujet et profondément dans le sujet, l'image que je renvoie auprès, notamment des non-musulmans, j'en ai strictement rien à cirer. Je préfère être honnête avec vous, ma sœur. Pourquoi? Parce que Allah l'a dit lui-même dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 120, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi. Donc, quoi que je fasse, même si je suis un ange, même si je suis le meilleur des musulmans, ils trouveront quelque chose à redire vis-à-vis de moi ou de ma religion. Moi, j'ai rien à leur prouver. Le bon comportement, c'est une très bonne forme de dawa, je l'entends, il n'y a pas de problème. Maintenant, j'ai rien à leur prouver. Je ne souhaite pas leur approbation, je ne souhaite pas leur respect ou leur facile leur respect, parce que le respect, on se doit de l'avoir pour tout le monde, on se doit de l'exiger pour tout le monde. Par contre, je ne quémande pas leur amour, je ne quémande pas leur point de vue positif, leur reconnaissance, quoi. J'en ai strictement rien à cirer des non-musulmans qui m'écoutent. Je m'en fous. Et puis mes paroles n'engagent que moi. Si les gens ils sont pas capables de faire le distinguo entre une personne et une religion, c'est pas moi qui vais faire leur éducation. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu énormément de temps avec ces combats-là. Moi, c'est pas ces combats-là qui m'intéressent. Même si, encore une fois, je précise, je vous remercie pour votre rappel, je vous remercie pour vos conseils et je tâcherai de les mettre en pratique dès ma prochaine prise de parole publique. Par contre, je vous dis la vérité, moi, l'avis des non-musulmans sur ma propre personne, j'en ai strictement rien à cirer. Et je le dis encore une fois, que des gens qui ne sont pas capables de faire le distinguo entre une personne, un individu et une religion, j'ai pas besoin d'avoir leur avis et je m'en moque un peu de leur avis. Voilà. Et je vous laisse, vous avez levé la main, je vous laisse bien entendu votre droit de réponse. Avec plaisir, je vous écouterai, ma sœur. Oui, Barakallahu fik, mon frère, et vraiment, parce que la frontière, elle est ténue. Et je voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. Et je vous rejoins sur l'essentiel de ce que vous avez dit. Et là encore, quand je parle de non-musulmans, je parle pas dans le sens où on serait en quête d'amour ou d'approbation. C'est pas ça. Moi, je reviens toujours à la question de la responsabilité. On est aussi en tant que musulmans des personnes qui espérons être des causes de bien et peut-être des causes, Inch'Allah, c'est Allah qui guide, hein, mais peut-être des causes de réveiller quelque chose chez certaines personnes pour qu'elles se posent les bonnes questions. Et c'est vraiment dans le sens où vous avez, moi, pour tout ce que j'ai pu vous écouter, vous avez toujours un fond, vraiment tout ce que j'ai pu écouter de vous, irréprochable. Et moi, je trouve que la forme parfois dessert le fond. Et je ne parle pas de vous, je parle malheureusement de positions très fréquentes de certaines personnes, malheureusement. Et on est musulmans, on est faible, hein, je dis pas le contraire, mais qui sont sur Twitter et qui malheureusement ont l'argument, mais en fait se discréditent ou desservent complètement le propos par la forme. Et vous avez rappelé l'éthique qui nous incombe. Et c'est pas une question de plaire aux gens, c'est effectivement d'essayer d'être conforme, sincère et peut-être que moi j'ai pas une connaissance exhaustive ni une science exhaustive vis-à-vis de la religion, mais effectivement j'ai été éduquée d'une certaine manière et c'est vrai que j'ai toujours compris que pour nous la vulgarité, les insultes étaient proscrites. Dans des cas très déterminés, une personne qui se défend, ça je peux pas en parler. Je parle vraiment du cas général et Barakallahu fik, je vous remercie en tout cas de l'audience, enfin de la parole que vous m'avez donnée et je vous souhaite une bonne fin de journée, Inch'Allah. Salam alaikum. Avec plaisir, ma sœur. C'est moi qui vous remercie par rapport à votre rappel, etc. Et je peux que vous en remercier. Maintenant, voilà, je cherche aucune justification. Je me suis excusé, je me suis repris très très vite après ma vulgarité. Et je demande sincèrement qu'Allah me pardonne. Et je m'excuse auprès de vous également pour avoir prononcé certaines paroles qui a peut-être heurté vos oreilles. Barakallahu fiki, encore une fois, ma sœur, pour le conseil. Je tâcherai de le mettre en pratique. Après, comme vous avez rappelé, malgré tout, on reste des êtres humains et des fois on peut un petit peu sortir un peu de nos gonds. Comme je disais, surtout que c'est pas la première fois, mais c'est pas une excuse. Et on tâchera de s'améliorer à l'avenir sur nos prises de parole publiques et même dans la vie privée. On est censé. En plus, j'en ai conscience que c'était un des traits de caractère les plus détestés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il détestait la vulgarité. Ça fait partie des traits de caractère qu'il détestait le plus. Et on est censé essayer de le ressembler du mieux possible. Donc, éviter le maximum la vulgarité. Et des fois, comme vous l'avez dit très justement, ça peut même desservir le propos, ça peut desservir le fond. Le fond, il peut être très bien, mais si la forme, elle n'est pas forcément bien, ça peut le desservir. Donc, voilà, il n'y a pas de problème. Je tâcherai de faire un peu plus attention à l'avenir. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à raconter, à terminer, si on veut mettre un terme au space. Oui, Albert. C'est ma maison. La maison. Ah, il a pas mis. Il va nous ramener le bois bientôt. Il a pas mis son micro. Albert Ali, t'es là? Ah ouais.
il m'a fait tout à l'heure. Pas là. Désolé, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, ton micro, il était ouvert, c'est juste au cas où. C'est juste au cas où, si tu voulais terminer, parce que je vais mettre je vais mettre un terme au space. Si tu veux avoir le mot de la fin, comme tu veux. Non, mais désolé, les amis, j'étais même pas là depuis tout à l'heure. J'avais laissé le téléphone dans mon bureau, donc je viens juste de revenir. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai même pas suivi ce que vous avez dit. Non, il n'y a pas de problème. Attends, on avait terminé, et comme je disais, s'il y avait une chose que vous devez retenir de ce space, c'est vérifier vos informations et mettez votre lunette islamique quand vous lisez Le Monde, et tâchez de toujours vous poser la question de quand quelque chose vous heurte, etc., quand quelque chose qui concerne des mœurs d'un pays musulman ou quoi vous heurte, posez-vous la question si c'est votre nefs idéologique occidentale qui est heurtée, ou si c'est votre nefs islamique qui est heurtée. S'il y a quelque chose qui est répréhensible islamiquement parlant, on sera les premiers à le dénoncer. Moi, si demain les talibans ils agissent mal sur tel ou tel point d'un point de vue islamique, quand je parle de mal, c'est d'un point de vue moral islamique, je serai le premier à le dénoncer, je serai le premier à les remettre en question, je serai le premier à critiquer telle ou telle action. Maintenant, si quelque chose d'autre est conforme au Coran et à la Sunna, même si moi ça me choque, même si moi ça me heurte dans mon paradigme occidental, je suis pas en mesure de pouvoir leur faire la morale. Ils sont plus conformes au Coran et à la Sunna que nous. Donc si j'ai un problème avec le Coran et la Sunna, c'est que c'est moi le problème. Voilà. Donc c'est le mot de la fin. J'espère que vous retiendrez ça. J'espère que le space il était intéressant un minimum et qu'il vous a pas trop ennuyé. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Qu'Allah vous préserve. Passez un bon week-end. Et qu'Allah nous permette d'être réunis tous fi Jannah. Inch'Allah. Allez, salam alaikum, bonne journée, bon week-end.